Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Je vais vous parler d'un parcours original. C'est vraiment une histoire d'homme, c'est pas linéaire, ça part un peu dans tous les sens, mais justement, c'est aussi ce qu'il y a d'intéressant. Et je vais commencer par remercier Bruno et le Festival de Florence de m'avoir invité. Je suis vraiment très très heureux d'être là. J'ai assisté plusieurs fois au festival en tant que spectateur, et vraiment, c'est un honneur d'être sur scène. On va effectivement parler d'un sujet très particulier, et étant donné que je l'ai vécu de l'intérieur, je vais vous en parler de façon très technique. Donc ce ne sera pas un cours d'astrologie, mais on va en parler un peu différemment de ce qu'on trouve habituellement dans les médias. Ça a été difficile pour moi de préparer cette conférence, que j'ai tellement de choses à dire. C'est un parcours de vie qui, pour moi, ça s'étale sur 15-20 ans. Donc j'ai fait des choix, il n'y a pas tout. Mais en tout cas, on va faire un survol qui va balayer déjà assez large. Donc, mon parcours que je vais suivre au fil de la conférence, c'est celui-ci. Il commence de façon un peu surprenante. J'ai voulu en parler parce que souvent on dit oui, Serge Brett-Morel est passé de l'astrologie à l'astronomie. Alors, pas du tout, en fait. Quand j'avais 10 ans, ma mère m'a inscrit à un stage d'astro-vélo. On pédalait la journée, et le soir, un animateur qui s'appelait Nathanaël sortait des télescopes et on observait les étoiles. Et le premier soir, je me rappelle ce gros tube là, puisque moi j'étais plus petit, et on pointe un point brillant là-haut qui s'appelle Saturne. Et voilà, donc tout le monde fait la queue, les gens réagissent, enfin les autres enfants. Et puis moi j'arrive, et puis je pointe, donc je regarde dans l'oculaire, et puis je vois ça. Je vois Saturne pour la première fois de ma vie, je la vois réellement. Donc on doit être aux alentours de 1984, peut-être un peu avant. Et là, ça fait boum dans ma tête. Et je regarde le ciel, je regarde tous ces points, et je me dis, mais en fait, tous ces points, ce sont des corps qui sont très loin, et je me sens l'âme d'un explorateur. Tout de suite, je me dis, je serai astrophysicien. Ça fait partie des rêves qui ne se sont pas réalisés malheureusement, mais en tout cas ça commence vraiment comme ça. Et je tombe dans l'astronomie donc à l'âge de 10 ans. Alors ça va rester de l'astronomie amateur, mais en tout cas c'est vraiment comme ça que je commence à m'intéresser aux astres. Et puis il y a un grand événement dans ma vie, donc c'est à peu près au même moment. Pour les astrologues, la date la plus importante pour eux c'est la date de naissance. Bon, on va dire que moi pendant un temps c'était un petit peu ça aussi. Mais moi j'ai cette date-là aussi dans ma vie. C'est un soir, je suis chez mon parrain et je dois repartir, et donc il a un chien avec qui je viens de passer 15 jours, mais il m'a dit de ne pas m'approcher de lui pendant qu'il mangeait, et donc je vais le faire quand même, et le chien se jette sur moi et il m'arrache une partie en dessus de la bouche, et donc je me retrouve à l'hôpital, quelques dizaines de points de suture. C'est au moment où mes parents se séparent. Et c'est au moment où je rentre en 6e, donc c'est super simple à gérer à cet âge-là, avec un an d'avance aussi, donc je suis encore un peu moins mature peut-être que les autres. Et en fait, ma vie change. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très exubérant avant, et là je m'introvertis. Je commence à me rendre compte que je me pose plein de questions que les autres enfants ne se posent pas. Ça m'oblige à un contact difficile avec la réalité. Et je vous en parle simplement pour vous dire que je vais commencer un peu à m'isoler des gens de mon âge. Donc, chose que je comprendrai bien plus tard, je ne vais pas acquérir certaines compétences sociales, ce qui fait que je vais rester tout seul un petit peu dans mon coin. Et donc, en m'introspectant énormément, je vais avoir le sentiment de construire un portrait de moi-même qui est vraiment très différent de ce que je croise autour de moi. Vraiment, je suis unique, manifestement. Et donc, ça dure à peu près toute mon adolescence, et puis un petit peu au début de ma vie d'adulte. Et à 19 ans, c'est là un petit peu que tout commence. J'ai mon premier grand amour qui se termine mal, et donc je m'effondre. Mentalement, je ne suis pas structuré pour faire face à ça, je m'effondre. À ce moment-là, je suis en doc de mathématiques, et là, je perds tous mes repères, qui sont déjà pas très nombreux d'ailleurs. Et cette anecdote me fait penser aux études de sociologie. Si vous regardez un petit peu comment on étudie le paranormal, et notamment l'adhésion aux croyances, et dont l'astrologie du point de vue sociologique,
on voit que l'un des grands points communs de toutes les personnes, ou presque, qui s'intéressent à ces sujets-là, c'est, comment dire, d'avoir un sentiment de manque de contrôle de sa vie. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans sa vie, mais vraiment, ça nous affecte. Et c'est vraiment un critère qui fait qu'on a tendance à aller consulter des voyants, des astrologues, des choses comme ça. Et bien moi, c'est vraiment la situation dans laquelle je me retrouve. J'ai 19 ans et je commence à consulter des voyants, des astrologues, des numérologues. Je commence à toucher à tout ça. Et assez rapidement, en fait, un jour, par hasard, j'achète les prédictions du signe du Verseau, qui sont précédées d'un portrait du Verseau. Et je lis ce portrait, et là, je me prends claque sur claque. C'est-à-dire que moi qui m'étais introspecté sans en parler à personne, j'avais dit à personne comment j'étais, c'était décrit dans ce livre. En quelques pages, j'avais vraiment les grandes lignes de la façon que j'avais de me considérer. Et donc, je ne connaissais pas ce que j'apprendrai plus tard, ce qu'on appelle notamment l'effet Barnum, qui est assez particulier, c'est que quand on est confronté à des phrases assez ordinaires sur l'être humain, et bien parfois, on réagit en se disant « mince, ça c'est vraiment moi ». Et l'effet Barnum, ça consiste à considérer que, par exemple, dans une description astrologique, le texte est vraiment en train de parler de nous. Alors que finalement, il y a des millions d'autres personnes, évidemment, qui vont s'y retrouver, et bien au-delà des personnes du même signe. Mais bon, je ne connais pas ces choses-là à l'époque, donc moi, je tombe dedans, et je commence vraiment à m'intéresser à l'astrologie. Et je vais commencer à monter des thèmes de naissance, à rentrer vraiment dans des choses très très concrètes. Donc, comme la plupart des astrologues, je deviens un praticien autodidacte. Donc, j'achète des livres d'astrologie et puis je commence à pratiquer par moi-même. D'abord, je monte mon propre thème. Je pense qu'on commence tous comme ça. Après, celui de mes proches. Et puis après, quand je rencontre des gens, je monte leur thème et puis on parle avec eux de ce qu'il y a dans le thème, ce qu'on peut en tirer éventuellement comme interprétation sur leur personnalité, éventuellement aussi sur les événements, mais ça, j'ai jamais trop accroché à cette partie-là. Et donc, à ce moment-là, je commence à bien me rendre compte que, par exemple, ça n'a rien à voir avec de la voyance. Moi, je n'ai jamais considéré que j'avais un don ou quelque chose comme ça. C'est juste que vous vous trouvez face à un matériel que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, de façon abrupte, vous savez qu'il y a une tradition qui dit que si Mars est dans le Bélier, alors vous pouvez en tirer un jugement. Vous ne faites que appliquer ça, et puis voir comment réagit la personne, et puis après, on en tire des questionnements, des remarques, on discute, etc. Et puis, je vois aussi à quel point les horoscopes de presse, c'est très différent. En tout cas, c'en est une partie, mais c'est très très différent. Parce que les horoscopes de presse sont des choses très très simples, et moi, ce à quoi je me heurte, c'est assez compliqué quand même. Donc vous allez voir, on va en reparler après. Et puis, pendant ces quelques années où je m'initie à l'astrologie, un jour, je vais sur un forum et je vois un sujet pour ou contre l'astrologie. Alors j'y vais parce que l'astrologie, ça marche, on peut faire tellement de belles choses avec, etc. Et je vois qu'il y a un sceptique qui est là, que j'ai jamais retrouvé, j'aimerais bien un jour vraiment en parler avec lui. Et il est là, et en fait, il démonte tout ce que disent les gens. Tous ceux qui sont en faveur de l'astrologie, il vient et puis il donne un contre-argument, et puis il se réfère à des expérimentations. Il paraît qu'il y a des expérimentations sur l'astrologie. Et moi, je ne connais pas tout ça. Et puis j'arrive tout naïf et j'explique en quoi l'astrologie c'est beau et que il ne faut pas la prendre trop au sérieux et qu'on peut découvrir des tas de choses sur sa personne et ce genre de choses. Et je me prends une fessée, c'est-à-dire qu'il démonte chacun de mes arguments. Et là, je me rends compte que c'est terrible. Et il va même jusqu'à me dire, mais vous vous rendez compte, vous défendez l'astrologie, mais je connais le sujet mieux que vous. Et là, c'est une des premières claques que je vais prendre dans mon parcours. Et je me dis, effectivement, il y a un truc, je suis très loin de savoir vraiment ce qui se passe du côté de l'astrologie, quels sont les débats. Donc je vais commencer à me documenter. Il se trouve qu'auparavant, j'étais en maths, je suis passé en physique, et puis en licence, j'avais un peu un ras-le-bol en tout cas de mes cours, on va dire. Et pour moi, c'était assez difficile parce que je n'avais pas compris la notion de hasard. Donc dès le collège, les statistiques, c'est des choses qui me dépassaient, les probabilités, je ne comprenais pas. Alors que j'avais des super notes en maths, j'adorais les maths, j'étais plus un calculateur et quelque chose comme ça. Et donc ça s'est aggravé à la fac. Et en fait, je suis passé en philosophie.
Et donc j'ai un cursus de philo, du DUG au master. Et comme j'étais en philo au moment où je me prends cette fessée, et ben je me dis je vais faire comme Descartes, je vais commencer à me documenter, et puis je vais essayer de répondre. Alors là, je vais trop vite, c'est pas ça. Je vais faire comme Descartes. D'abord, je commence à réunir tous les arguments qui existent contre l'astrologie. Ça va me permettre à la fois de me familiariser avec eux et puis d'y répondre. Bon, je suis un peu naïf, donc j'y vais. Je réponds à certains, mais il y en a quand même quelques-uns qui me gênent. Mais c'est le début de ma démarche et je commence à me familiariser comme ça avec les arguments des débats sur l'astrologie. C'est une période aussi, si vous vous rappelez peut-être, où il y a énormément de débats à la télévision, notamment dans des émissions comme Ciel Montmardi, des choses comme ça, où il y a des sceptiques et des tenants de croyances qui s'affrontent. Donc moi, je suis vraiment à fond là-dedans. Et je commence à écrire, et puis en 2003, je me dis quand même, bon, il faudrait que je sache un peu ce que ça vaut, parce que j'écris dans mon coin, mais... Et donc je commence à contacter des astrologues. Donc j'envoie 3 courriers, et en gros, les 3 me renvoient au même endroit, c'est-à-dire la Fédération des astrologues francophones, qui est donc une association qui existe encore, et qui se présente comme voulant faire avancer l'astrologie et la faire se rapprocher des sciences humaines. Alors je me dis, ah, mais génial, c'est histoire d'aller de l'avant un petit peu, de laisser de côté toutes ces vieilles recettes qui nous viennent du passé, qui sont complètement dépassées, sans jeu de mots. Et donc j'adhère à cette fédération, et le hasard fait que j'arrive le jour de l'Assemblée Générale, au moment où le trésorier veut partir, et la question habituelle, qui veut prendre la trésorerie? Et là, tout le monde baisse les yeux. Et puis moi, comme j'aime bien les chiffres, je dis, pourquoi pas, si vous voulez, je la prends. Et je me retrouve au bureau de la fédération, donc c'est comme ça que je me retrouve là. Et en fait, je vais rester 8 ans au poste de trésorier déjà, mais en fait, je fais à peu près tout à côté, du secrétariat général, des choses comme ça. Et donc, je suis vraiment en contact avec tous les astrologues. Ce qui fait que là, je commence vraiment à me heurter à une autre dimension de l'astrologie, à savoir celle du milieu astrologique. Donc le milieu astrologique, quand on rentre dedans, on est surpris parce qu'on se rend compte, quand on ne connaît pas, qu'il n'y a pas une astrologie, mais il y en a des tas. Il y a des tas de courants astrologiques. Donc l'astrologie, c'est tout sauf une discipline homogène. Et les astrologues, évidemment, ne sont pas d'accord entre eux. Alors vous avez des astrologies qui fonctionnent sur les signes astrologiques, mais il y en a d'autres qui fonctionnent avec des constellations. Il y en a qui ont essayé. Il y en a d'autres, c'est ni des signes ni des constellations. Enfin, il y a vraiment de tout. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a énormément de querelles de chapelle, et c'est manifeste, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. En plus, moi qui suis très curieux, et puis j'ai envie de faire avancer les choses, donc je pose beaucoup de questions aux gens, et je me rends compte qu'il y a des questions tabous. Des questions soit qu'il ne faut pas poser, soit que c'est pas le plus important, surtout des questions scientifiques par exemple. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que je vois bien que quand ils s'engueulent, il n'y a pas de critères pour départager les uns et les autres. Donc chacun apporte des exemples en disant mais regarde, d'après ma pratique, moi je peux dire que, je sais pas, si on monte le thème de Napoléon, Napoléon avait tel caractère parce que telle position, et puis il y en a un autre qui va dire non, moi dans mon système, les positions sont différentes, et cette position-là explique mieux que toi autre chose. Mais en fait, ce ne sont que des exemples. Il y a toujours des exemples. Et je me rappelle, à la FDAF, on se disait, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas, parce qu'on appelait ça de la cuisine astrologique. C'est-à-dire que les thèmes sont tellement complexes qu'on arrive un petit peu toujours à trouver ce qu'on veut dedans. Et ça, je vais vous le montrer jusqu'après. Et donc, j'ai eu la surprise il y a 1 an, quand je préparais un ouvrage qui est paru en décembre, de constater qu'en fait, à cette époque-là, je me suis arrêté de pratiquer très rapidement après être entré en contact avec les astrologues. Donc réellement, ce que j'ai observé chez eux m'a fait douter de moi-même. C'est tellement plus facile de voir les défauts chez les autres qu'on ne voit pas chez soi. Par contre là, je voyais bien qu'il y en avait certains que je pouvais m'appliquer aussi, Et donc c'est là que j'ai commencé à être un peu un théoricien de l'astrologie, en tout cas c'était ma volonté, et j'ai commencé à interroger vraiment l'astrologie d'un point de vue, alors je vais dire critique, plus que sceptique, puisque moi j'y croyais. Et donc j'ai essayé de publier un livre, ça n'a pas marché, qui s'appelait L'astrologie face à elle-même. Ça voulait vraiment dire que c'était un astrologue qui allait interroger l'astrologie en osant poser des questions taboues et dire des choses qui ne faisaient peut-être pas plaisir. Ce que j'ai retenu aussi de ce milieu, c'est vraiment que la critique y est absente. Donc très souvent, les astrologues ne savent même pas
qu'il y a par exemple, qu'il existe des expérimentations. L'astrologie a été en fait énormément testée. Il n'y a pas un rejet de l'astrologie qui ferait peur aux scientifiques, parce que peut-être qu'ils ne voudraient pas admettre certaines choses. Non, l'astrologie a été énormément testée, et ça, les astrologues en général ne le savent pas, parce que la critique n'est pas diffusée dans le milieu. Et puis, plus largement, parce qu'elle est difficile d'accès. C'est très difficile quand on est croyant d'aller lire des textes qui vous expliquent que vous vous trompez. Ça, on le comprend assez bien. Mais c'est aussi difficile, mais ça je l'ai compris plus tard, parce qu'il y a des raisonnements, des formes de pensée qu'on ne comprend pas. C'est vraiment des pensées différentes. Et la pensée méthodique, qui est propre notamment à la méthode scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel et qu'on n'a pas en général dans ces milieux-là. Et je dirais, quand je suis devenu sceptique, peut-être qu'une des différences aussi avec avant, c'est que je me suis beaucoup plus documenté. Ce qui consiste à aller voir aussi des textes qui sont dérangeants. Et ça, ce n'est pas une démarche qui est naturelle quand on y croit. Donc en général, les astrologues ont une stratégie de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux critiques. Ou alors, de temps en temps, il y a des débats, il y en a de moins en moins, malheureusement, il n'y en a presque plus. Et notamment parce que, pour l'anecdote, au début des années 2000, les sceptiques qui étaient vraiment très très actifs depuis les années 90 se sont rendus compte que quelque part, ils perdaient un petit peu toujours les débats. Alors qu'est-ce qu'on entend par perdre? Ça ne veut pas dire que les astrologues avaient toujours de quoi répondre. Ça veut dire que le public comprenait mieux les arguments des astrologues que ceux des sceptiques, des astronomes en particulier. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant. Donc moi, les questions que je vais poser aujourd'hui, c'est des questions que j'ai été un des premiers, je ne sais pas, mais en tout cas un des premiers à en poser autant quand j'y croyais. Ce ne sont pas des questions naturelles chez les astrologues. Donc en général, la pensée critique est absente de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on entend par la pensée critique? C'est tout bête, c'est quand on vous dit quelque chose, quand on vous fait une affirmation. Je ne sais pas, si Mars est en bélier, alors vous êtes très impulsif, par exemple. Eh bien, ça consiste à dire comment on le sait, comment on l'a établi, pourquoi on dit ça, éventuellement pourquoi il y en a qui ne sont pas d'accord. Et ça, ce sont vraiment des questionnements qui sont absents de l'astrologie et des enseignements de l'astrologie. Donc on n'interroge pas les origines du système, on n'interroge pas les symbolismes. Comment le symbolisme du Verseau s'est construit, par exemple, on ne sait pas exactement. Et puis, comment on valide une interprétation, au-delà de ça a l'air de correspondre, et puis ça plaît à la personne, ce genre de choses. En règle générale, il n'y a pas de théorie de l'erreur, en fait, en astrologie. Et donc, dans la présentation de cette conférence, on a employé l'expression biais cognitif, qui est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, on va dire. Ça existe depuis quelques dizaines d'années. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien, je dirais, dans mon parcours. Et pourquoi? Parce que, en fait, un biais cognitif, ça donne accès, quand on s'interroge dessus, à une autre dimension des débats. Concrètement, un astrologue ou quelqu'un d'autre qui fait une erreur, ça arrive, on est humain. Et puis, on va se faire un plaisir de dire que l'astrologie n'est pas une science exacte, donc ça arrive de se tromper. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on reproduit la même erreur 10 fois, 100 fois, 1000 fois? Parce que le problème, c'est que souvent, l'erreur, on l'a fait bien avant de s'en rendre compte. Sans parler du fait aussi qu'on peut se rendre compte qu'on a fait une erreur, et puis la recommettre par la suite. Et ce qu'on peut appeler un biais cognitif, si vous voulez, c'est que si vous commettez une erreur, par exemple, je vais donner des exemples après, mais si vous utilisez un paramètre qui ne devrait pas être là, et vous êtes trompé en saisissant la date, par exemple, et donc vous vous en servez, ça marche bien, eh bien, vous allez éviter de vous poser certaines questions. Et l'ensemble des questions que vous ne vous poserez pas, au fil du temps, on peut dire que ça va constituer une forme de biais de la réalité. C'est tout un champ que vous n'allez pas explorer. Et ces notions-là m'ont vraiment aidé parce que moi, des erreurs, j'en ai mis à jour plein en astrologie. Et le fait de les systématiser, ça change des choses. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un astrologue? Puisque c'est le titre du slide. Pour moi, c'est quelqu'un, justement c'est volontaire, c'est quelqu'un qui utilise le système astrologique. Donc je vais vous présenter ce que c'est que le système astrologique. On peut essayer de définir l'astrologue comme celui qui étudie l'influence des astres. Quelle influence? Ça pose problème. Qui étudie le lien entre les hommes et les astres. Vous allez voir que c'est pas si simple. Et par contre, si on le définit comme l'utilisateur d'un outil particulier, il y a une forme de biais. Et ce qu'on peut appeler un biais cognitif, c'est que si vous utilisez un paramètre qui ne devrait pas être là, et puis vous
ben, ça va nous permettre de comprendre plein de choses. Et donc, j'ai été obligé d'interroger les fondements techniques de l'astrologie. Si on commence par poser la question de base, qu'est-ce qu'un thème de naissance? Donc, un thème de naissance, c'est une figure, vous allez voir qu'on monte à partir de votre date de naissance, si c'est pour vous qu'on le fait. Donc, on a besoin de votre date, de l'heure et du lieu de naissance. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, c'est pas ce qui est de plus intéressant. Par contre, on va définir rapidement ce que sont les signes astrologiques. Donc, autrefois, quand on pensait que la Terre était encore au centre du monde, on avait pris l'habitude, au moins en Occident, de penser et de représenter les étoiles fixes comme fixées sur une sphère immobile qui était donc très loin de la Terre et qui marquait même les limites du cosmos. Et donc sur cette sphère, c'est un petit peu ce que j'ai représenté là, on pouvait définir une bande dans laquelle le Soleil circule tout le temps. Le Soleil, en fait, passe toujours sur la même ligne, on va dire, chaque année, ce qu'on appelle la ligne écliptique. Alors oui, j'ai un pointeur, c'est vrai. Toc. Alors, okay. Donc la ligne écliptique, si vous voulez, c'est le trait en pointillé qui est là. Et donc le Soleil est toujours là, à un moment ou un autre de l'année. Si après vous vous demandez où se trouvent les planètes et la Lune, les planètes visibles à l'œil nu au moins, eh bien elles ne sont pas toujours sur cette ligne, elles sont des fois en dessus, des fois en dessous. Celle qui s'en éloigne le plus, à peu près, c'est Vénus, qui s'éloigne à peu près à 8,5 degrés de ligne écliptique maximum. Et bien, si vous tracez une ligne en dessus et en dessous de la ligne écliptique éloignée de 8,5 degrés, et bien, vous obtenez une bande dans laquelle vous êtes sûr de trouver les astres errants, les planètes visibles à l'œil nu, et donc le Soleil qui est au milieu. Ce qu'on appelle le zodiaque des signes, c'est cette bande complètement virtuelle, qui n'a aucun fondement physique, c'est juste de l'astrométrie, on va dire. Et donc, comment est-ce qu'on se repère là-dedans? Eh bien, tout simplement, si vous avez une planète qui est à un endroit, voilà. Ok. Donc, par exemple ici, eh bien, pour la repérer, c'est à peu près simple comme dans toutes les bases mathématiques. Vous avez un point de départ de repérage qui est arbitrairement fixé ici, ce qu'on appelle le point vernal. Et donc, vous pouvez compter de 0 à 360 degrés pour revenir là. Donc, pour repérer un astre, vous avez besoin juste d'une abscisse et d'une ordonnée. L'abscisse, ça va être la longitude, on va appeler ça la longitude de l'astre, donc ça va être cette longueur. Et puis, l'ordonnée, ça va être celle-là. Alors, ça va être nord, ciel au-dessus, et sud, ciel en dessous. Alors, attention, cet angle, c'est juste l'angle entre l'équateur céleste et l'écliptique, c'est autre chose. Donc, cette bande, qui est une bande sur une sphère parce qu'on l'a représentée comme ça, on peut aussi la représenter de façon plus temporelle en disant c'est une suite de cases que traversent les astres. Donc ça revient au même. Là vous avez le début au début du bélier, hein, c'est arbitraire, on pourrait faire commencer ailleurs. Et puis voilà comment on repère un astre. Donc si on vous dit, quand vous entendez que vous avez je sais pas, Mars dans le bélier, ça veut dire que la planète se situe en fait dans cette case. Simplement. Et donc, qu'est-ce qu'une case physiquement? Ça ne veut rien dire en fait, hein, c'est complètement virtuel. Donc techniquement, il faut vous représenter ça en vous disant qu'au centre, on a la Terre, et que, en fait, quand on regarde dans une certaine direction, on va délimiter en fait des cases dans le ciel. Donc les signes astrologiques, ce ne sont que des directions, au sens propre du terme. C'est un ensemble de directions, ça n'a rien de matériel, c'est... si on regarde à un certain endroit, par là-bas, on a le signe du bélier. Mais ce n'est pas relié, par exemple, aux étoiles ou à des corps matériels, où il n'y a pas de réalité physique. Quand un astrologue montre votre thème de naissance, ça ressemble à ça. Donc les cases colorées, ce sont les signes astrologiques. C'est une représentation particulière de la bande que je vous ai montrée juste avant. Et dedans, on retrouve des planètes et plein d'autres choses, ce qu'on appelle notamment des points fictifs. Et comme ça, a priori, c'est très complexe. D'ailleurs, ça l'est un petit peu. Mais quand on connaît un peu, ça l'est pas du tout. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez un astre qui est quelque part dans le ciel, vous avez plusieurs moyens de le repérer. Vous pouvez vous demander, par exemple, dans quelle constellation il est. Alors, si on met la Lune de côté,
tous les astres tournent autour du Soleil, donc à un moment ils sont à un certain point autour du Soleil, et donc ça va se repérer devant une constellation. Auparavant, quand on pensait que la Terre était au centre du monde, la question se posait différemment, mais ça revenait à ça. Et donc, les positions dans les signes astrologiques, en fait, c'est juste la position des astres dans le système solaire. À part la Lune, qui tourne autour de nous beaucoup plus près, donc c'est pas la même définition, mais elle semble passer devant les mêmes zones. Mais là, par exemple, la Lune est dans une constellation, vous savez bien qu'on ne va pas la voir toute la journée, on va la voir une partie de la journée seulement. On peut repérer les astres aussi par rapport à l'heure qu'il est. C'est-à-dire, est-ce qu'un astre est levé, est-ce qu'il est couché? Et là, dans ces cas-là, on utilise ce deuxième repérage qui est là. C'est le repérage des maisons astrologiques. Et en fait, je vous en parle juste pour vous dire que quand vous entendez parler de l'ascendant, c'est le départ de ce repérage, qui est pareil, arbitrairement fixé du côté est. C'est techniquement l'intersection de la ligne écliptique et de la ligne d'horizon. Donc, en fait, quand vous avez des astres, ils sont donc repérés dans deux repérages différents. Et puis, les astrologues ont aussi ajouté dans l'Antiquité cette relation-là, on va dire. C'est-à-dire que si les astres se situaient sur une sphère, ou à peu près, par rapport au centre, il y a des angles qui se forment. Et le fait qu'il y ait certains angles, par exemple, là, la Lune et Mars sont à peu près en carré, ça veut dire qu'il y a à peu près 90 degrés, avec Neptune éventuellement, l'astrologue va en tirer des interprétations. Et donc, ce que vous avez là-haut, c'est ni plus ni moins que la superposition de ces trois cartes-là. Donc ça se lit de cette façon. Alors si je prends par exemple, je ne sais pas, Uranus, Uranus est ici au début du signe du Cancer, elle est dans la 9e maison, par exemple. Et puis donc elle a un angle, elle fait des angles avec les autres planètes qui sont représentées par ces traits. Tous ces paramètres ont été définis dans l'Antiquité, sans vraiment de justification. C'est arbitraire. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas le justifier. Pour vous donner une idée des questions qu'on se pose quand on pratique, et puis pour vous faire voir à quel point ça peut être différent quand même de ce qu'on trouve simplement dans les horoscopes de presse, là j'ai représenté moi quelque chose qui m'avait bien servi quand j'étais plus jeune. En fait là vous avez 4 personnes nées un 23 janvier. Donc elles sont nées vraiment le même jour. Encore des Verseaux, c'est à peu près à 4 ans d'intervalle. Si vous comparez les cartes, vous voyez qu'elles sont très très différentes. Qu'est-ce que ça veut dire, très très différentes? On voit par exemple que là, les astres, il y a un certain regroupement de planètes, ici aussi, alors que là, non. Concrètement, pour l'astrologue, cette personne-là, par exemple, a le Soleil dans le Verseau, donc c'est un Verseau, elle réfléchit comme un Verseau, c'est là. Elle aime comme un Verseau, elle ressent ses émotions comme un Verseau, elle donne l'image d'un Verseau, c'est amplifié par Jupiter en Verseau, donc c'est un vrai Verseau. Pourtant, au 23 janvier, si on regarde cette naissance-là, la personne, donc elle est bien du signe du Verseau, c'est un Verseau, et par contre, elle agit comme un Sagittaire, elle ressent comme un Sagittaire, elle aime comme un Sagittaire, etc., etc. Et puis pour les autres, c'est la fête, parce que donc là, pour faire la synthèse, alors on a quoi là? On a un Verseau qui aime comme un Capricorne, c'est le contraire, qui pense comme un Capricorne, qui aime comme un Poisson, qui agit comme un Bélier, qui ressent comme un Taureau, etc., etc. Donc quand l'astrologue est devant sa carte, il a des thèmes très très différents les uns des autres. Et donc j'ai envie de dire, moi ça me choquait quand j'entendais qu'on réduisait les gens à leur signe astrologique, parce que c'est le contraire de toute la tradition même de l'astrologie. Donc là, je vous décris juste le concept, le contexte. Je ne suis pas en train de défendre l'astrologie. Quelque chose qu'il faut avoir vraiment, vraiment à l'esprit, c'est que là, je viens de vous parler de technique, et l'astrologue, donc, lui, va produire des interprétations. Mais c'est réellement là qu'il y a une coupure entre l'astronomie et, on va dire, l'astrologie. C'est-à-dire que tous les calculs astronomiques, c'est réellement de l'astronomie. C'est-à-dire qu'on calcule, c'est de l'astronomie au sens propre du terme. Par contre, dès que l'astrologue commence à dire « oui, mais si vous avez l'ascendant en Capricorne, alors », il n'y a aucun lien, en fait, qui est identifiable, qui est défendu, qui est expliqué, qui est justifié par les astrologues. Ces interprétations-là sont de l'astrologie, et là, c'est une vraie démarcation, je dirais, entre l'astronomie et l'astrologie. Donc, c'est bien pratique de dire que l'astrologie, c'est fondé sur l'astronomie. C'est fondé sur l'astronomie, mais sauf qu'il y a une coupure qui fait que les interprétations ne viennent pas de l'astronomie.
ça a été, moi, une de mes grandes découvertes quand j'étais croyant, de me rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de lien entre les pratiques et les fondements de l'astrologie. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. Alors que dans toutes les connaissances actuelles, l'idée c'est de faire des liens entre les deux. Et quand il y a un problème d'un côté, ça modifie l'autre. Chez les astrologues, ça ne marche pas comme ça. Et puis, à propos des questions gênantes, voire tabous, pourquoi y a-t-il 12 signes astrologiques et pas 13 ou 14 ou 18 ou 22 ? Il n'y a pas de justification. Pourquoi est-ce que l'angle de 60 degrés, le sextile, est un angle positif qui va relier deux planètes, etc. Il n'y a pas vraiment d'explication. Les astrologues ne sont déjà pas d'accord sur l'explication s'il y en a une. Puis alors, sur l'origine, quand on voit les premiers astrologues s'interroger là-dessus, donc dans l'Antiquité, en fait, ils se disent, oui, mais alors si les planètes, par rapport à la Terre, se regardent de deux côtés, eh ben, ça va être plutôt négatif, comme quand les gens se regardent de côté. Alors que si on est un peu plus dans la même direction, c'est un peu plus positif. Moi, quand j'ai pris connaissance de ces textes, ça m'a fichu des coups, quoi, parce que vraiment, c'est parti sur des interrogations qui sont incroyables, en fait. Pourquoi est-ce que l'ascendant est défini où il est défini ? Pas de raison. C'est un choix. Et puis, il y a des questions comme ça, il y en a plein. Hein. Pourquoi la date de naissance ? Il y a eu des grands débats pendant longtemps pour savoir, se demander si c'était la date de naissance ou la date de conception, par exemple. Voilà. Le problème de la date de conception, c'est qu'en général, elle est plus difficile à trouver. Donc la date de naissance, c'est plus pratique, même si ça pose des problèmes. Mais toutes ces questions-là, qui sont fondamentales, n'ont pas de réponse. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas justifiées en astrologie. En fait, il n'y a quasiment rien de justifié d'ailleurs. Et moi, par exemple, il y a deux trucs qui m'avaient posé problème, que j'ai appelé le dogmatisme des symbolismes et des symboles. Par exemple, les astrologues aiment bien dire qu'il y a une logique dans la suite des signes astrologiques parce que c'est lié aux saisons. Donc si vous êtes du bélier, par exemple, au printemps, la nature reprend vie, donc il y a une vigueur, il y a une force. Et c'est pour ça, les béliers sont fonceurs et tout. Et donc, c'est bien, mais ça pose des problèmes. Un autre exemple, c'est celui du lion qui naît en été, qui est un peu flamboyant, etc. Alors ça marche bien hein, quand on est en Europe et aux latitudes européennes, mais un lion qui naît de l'autre côté de la Terre, il n'est pas du tout en bélier, en été en fait. C'est plutôt en hiver. Donc dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il serait flamboyant ? Et puis en fait, là comme ça, c'est l'argument qu'on donne en général, hein, mais on peut aller au milieu de la carte, et en fait, aux alentours de l'équateur, il n'y a même pas 4 saisons. Donc comment est-ce qu'on pourrait justifier une logique sur les signes astrologiques alors qu'il n'y a pas 4 saisons sur la Terre, et puis que ça ne marche pas du tout de la même manière. Et puis tant qu'on y est, hein, si on monte très au nord ou très au sud, la situation est complètement différente en termes de saison, d'ensoleillement, etc. Et ça, vraiment, c'est des questions fondamentales. Les astrologues n'ont pas de réponse. On avait été en contact, nous, avec la fédération du Venezuela. On leur avait posé la question, et ils utilisent le symbolisme européen. Et on ne sait pas pourquoi. Et puis après, on peut, je dirais, s'amuser avec ça, mais l'ancienneté des constellations, c'est embêtant, ça, parce que le zodiaque, on sait qu'il a été créé aux alentours du 6e siècle avant notre ère, c'est assez récent. Par contre, les plus anciennes constellations, elles ont peut-être 2000 ans de plus. Donc il y a plein de constellations qui ont été créées bien avant le zodiaque, qui lui-même a été créé avant l'astrologie. Je vais le redire après. Donc finalement, c'est bizarre parce comment est-ce que les noms ont été trouvés il y a 4000 ou 5000 ans, puisque c'était avant l'astrologie. Alors là, les astrologues répondent en général, oui, mais si on remonte aussi loin dans le temps, l'humanité n'était pas aussi gangrénée par la technologie et ce genre de choses. Donc ils étaient beaucoup plus proches de la nature, ils sentaient les choses, donc ils ont choisi des bons noms, quoi. Alors ouais, c'est bien joli ça, mais le problème c'est qu'il y a des constellations qui ont changé de nom. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des noms qui ont été bien choisis, le Verseau, je sais pas, et puis d'autres qui l'ont été pas très bien. Donc par exemple, avant qu'on ait le Bélier, en Mésopotamie, on avait le journalier à la place. Journalier, c'est la personne qui travaille au champ tous les jours, ça n'a absolument rien à voir. Donc ces histoires d'intuition, pour justifier, ça sonne mal. Sans parler du fait que de partout dans le monde, les constellations ont des noms différents, des formes différentes. Donc en fait, il n'y a aucune intuition originelle, ou alors c'est localisé à un endroit spécial, du côté de la Mésopotamie peut-être. Bon, ça tient pas. Donc voilà, hein, ça va pas du tout.
Ça va pas du tout, tout ça. Donc moi, vraiment, ça me posait problème. Et ça me posait un gros problème parce que l'astrologie, ça marche. Quand on la pratique, ça marche. On a plein de satisfaction. Et ça marche trop, en fait. Et moi, c'est aussi ce qui m'a vraiment posé problème. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça ne devrait pas marcher, bah, ça marche quand même. Et ça, c'est vraiment le fond de ma critique actuelle. Quand j'aborde ces problèmes-là avec les astrologues, bah, ils sont bien embêtés, parce qu'en général, on leur dit ça marche pas, alors ils vous disent mais si, viens, je te montre ton thème et tu vas voir. Et puis moi, vous allez voir les exemples que je vous donne, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi ça marche quand même? Donc là, c'est maintenant que je vais vous faire la différence entre ce qu'on appelle la foi et le rempart d'adhésion. Parce que souvent on dit, oui, alors l'astrologie c'est une croyance, hein, d'accord, mais croire, on peut croire parce que on a un acte d'adhésion, c'est-à-dire qu'on décide de croire pour des raisons diverses et variées. On n'a pas besoin de preuves, on en tire notamment un bénéfice personnel, sentimental, peu importe. Et puis, avec l'astrologie, régulièrement, il y a des gens qui vont s'y confronter, et s'ils n'ont pas un peu de pensée méthodique, comme c'était mon cas, en fait, ils vont tomber dedans, parce qu'il y a plein de biais, il y a plein de façons d'être satisfait de sa pratique, comme je vais vous le montrer. Et donc, souvent, on résiste, on se dit non, mais c'est des conneries, mais c'est vrai quand même que Mars était au bon endroit, juste au bon moment, c'est quand même bizarre. Puis des fois c'est Vénus, et puis des fois c'est autre chose. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le rempart d'adhésion. Et l'astrologie, pour moi, c'est vraiment ce qui fait que les astrologues ont du mal à en sortir une fois qu'ils sont dedans. Parce qu'ils ont tellement pour eux de preuves et d'évidences, mais en fait, sans une approche méthodique. Donc la pratique, ça consiste à recevoir des gens, à dialoguer avec eux sur leur vie. En général, ils viennent vous voir parce qu'ils ont un problème. Donc c'est comme tout le monde, hein, ils ne sont pas cons, ils ont réfléchi avant, ils ont demandé autour d'eux, et puis ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Donc ils viennent voir un astrologue. Donc l'astrologue les reçoit, et puis il va essayer avec eux de trouver des solutions ou des réponses à leurs questions. Et puis donc il y a une interaction entre l'astrologue et la personne qui reçoit. Donc c'est vraiment une relation humaine qui s'établit pendant la consultation. Et réellement, je pense que c'est assez juste de dire que l'astrologue essaye de définir des stratégies avec la personne qu'elle reçoit pour qu'elle puisse sortir de ses problèmes. Et donc c'est très gratifiant, parce que quand ça réussit, les gens sont satisfaits, qu'on soit le client ou que ce soit l'astrologue. Après, il faut voir les méthodes qui sont utilisées. Là, c'est là que ça pose des problèmes. Alors comment est-ce qu'on s'entraîne? Tout simplement, on peut prendre des biographies de personnes célèbres. Et en fait, comme on a la biographie, on a des dates de grands événements, des choses comme ça, et on peut comparer où étaient les planètes au moment de tel événement et tel autre. Ça, donc, les astrologues adorent le faire. Et le problème, c'est qu'on arrive toujours à trouver des configurations, et on arrive toujours à trouver des raisons astrologiques pour lesquelles ils ont vécu telle chose, telle autre, etc. Et moi, ça me gênait parce que je trouvais que ça marchait vraiment toujours et trop bien. Alors au début, c'est impressionnant, puis au bout d'un moment, on se dit, ouais, c'est bizarre. Et puis, ce qui m'amusait aussi, c'est de voir des astrologues se disputer entre eux, et donc argumenter à coup d'interprétation astrologique. Parce qu'ils avaient toujours raison, tous les deux, en fait. Ça marchait pour l'un, ça marchait pour l'autre, mais ils n'étaient pas d'accord. Mais l'argument, c'était toujours, mais regarde, moi, ça marche. Et l'autre lui disait, non, moi, ça marche. Finalement, ça marche, est-ce que c'est un argument? Si ça marche, même pour ceux qui ne sont pas d'accord. Moi, vraiment, c'est des questions que je me suis posées, qui m'ont vraiment gêné. Et puis, quand vous vous dites, mais oui, mais c'est parce que tu n'as pas assez d'expérience. Quand vous voyez deux astrologues qui ont 40 ans de bouteille, donc qui ont vraiment toute l'expérience qu'il faut, et qui ne sont pas d'accord, et qui se balancent les mêmes arguments, mais oui, moi ça marche, mais non, moi ça marche, vous vous rendez compte que non, en fait, il y a autre chose, il y a des choses qui vont pas. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont jamais un critère pour départager l'un et l'autre. Et donc, ça marche tellement bien l'astrologie que vous avez des astrologues qui font le thème du Titanic, de savoir mais pourquoi, où étaient les planètes au moment où il a sombré dans l'océan. En fait, on peut faire le thème de n'importe quoi, d'objets, de sociétés, comme c'est complètement virtuel, il n'y a même pas besoin d'avoir un support existant, j'ai envie de dire. Il y a même une astrologie qu'on appelle l'astrologie horaire qui vous permet de retrouver vos clés perdues. Si vous perdez un objet, vous montez la carte du moment où vous voulez, et puis vous allez essayer de chercher où est-ce que vous n'avez pas regardé, et puis ça peut effectivement vous faire penser à un endroit où vous n'avez pas regardé, c'est peut-être là. Donc moi j'étais vraiment choqué quand je voyais ces pratiques-là, parce que je me disais l'astrologie c'est une discipline qui a des milliers d'années d'existence quand même, on essaye juste de voir quel est le sens de la vie d'un homme, c'est quand même
bien plus ambitieux que ces choses-là. Et puis, après mon cursus de philo, j'ai eu la chance d'être admis, on va dire, de trouver un directeur de recherche à Paris, et j'ai pu faire un master en histoire et philosophie des sciences. Et ce master, je l'ai consacré aux travaux de Kepler, l'astronome, au début du XVIIe siècle. Alors plus exactement, moi, c'était l'introduction du concept de force en astronomie, puisque c'est vraiment lui qui a posé des bases, qui a lancé des idées. Et après, il a été dépassé par d'autres. Et au même moment, comme je commençais à avoir plein d'arguments entre guillemets contre l'astrologie, donc j'ai monté mon blog qui s'appelait L'astrologie et la raison, puisque je venais de philo, et c'était le premier site consacré exclusivement à la critique de l'astrologie. Et donc, eh ben voilà, c'est là que ça commence à se détraquer. Un jour, j'ai une de mes amies qui nous envoie un mail parce qu'elle était en contact avec un éditeur pour publier un livre justement sur des biographies d'hommes célèbres interprétées par l'astrologie. Et elle nous demande ce qu'on pense de l'exemple de Galilée. Donc elle nous envoie son texte, et puis donc quelques grands événements de la vie de Galilée étaient interprétés par la position de Mars, la position de Jupiter, etc. Et puis ses configurations de naissance rendaient très bien compte aussi de sa personnalité. Donc l'astrologie, ça marche, hein, c'est efficace. Et puis là, il y en a un de nous qui lui dit, mais t'es sûr de la date de naissance? Et donc elle va vérifier, et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, elle s'est trompée de date. Et donc, elle avait, je ne sais plus, 1 ou 2 ans d'écart. Et donc, les configurations étaient complètement différentes. Et moi, qui étais déjà en train de me poser des questions, je vois ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, là, c'est encore un moyen, enfin, une raison de se méfier quand même de ces interprétations. Parce que là, vraiment, ça avait l'air de bien marcher. Mais c'était juste pas la bonne date. Donc, si en plus la date de naissance compte pas, ben là, évidemment, ça ne va plus du tout. Et à ce moment-là, j'étais pas mal sur les forums internet, et donc je commençais à aller interroger d'autres astrologues, leur poser des questions, parce que vraiment, moi, je voulais avoir des réponses. Et comme ça se passait mal, il y a toujours un moment où les gens me disaient, mais tu peux nous donner ta date de naissance, parce que c'est pas normal d'être aussi fermé d'esprit, il doit y avoir quelque chose dans ton thème. Et puis, j'ai commencé, en fait, à donner des dates au hasard. Et c'est incroyable, parce que les astrologues retrouvaient toujours ce qu'ils étaient venus chercher. Toujours. Ça marchait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et moi, j'étais ironique, mais en même temps, j'étais mal, parce que moi, j'y croyais, l'astrologie. Et comme je les voyais faire, je voyais bien qu'il y avait vraiment des gros problèmes, et que finalement, n'importe quelle date pouvait marcher. Et donc, j'ai appelé ça, donc je ne l'ai pas dit, mais la fécondité du faux. C'est-à-dire que quand ça ne devrait pas marcher, mais ça marche quand même. En 2013, on a une journaliste qui a sorti un article. Elle a essayé de rentrer en contact avec une astrologue qui s'appelait Alexandre Marty, qui, je ne sais plus, exerçait chez 20 minutes, et puis Le Parisien, etc. Et l'entreprise qui envoyait les horoscopes ne voulait pas lui donner en fait les coordonnées. Et donc elle était étonnée jusqu'à ce qu'elle découvre que l'astrologue n'existait pas. Donc c'était une entreprise qui en fait produisait des horoscopes en série. C'est assez simple, vous prenez de vieux horoscopes, vous mélangez, et puis vous faites des tirages au sort, et donc ça vous donne de nouveaux horoscopes. Et donc c'est comme ça qu'étaient produits ces horoscopes-là. Personne ne s'est jamais plaint des horoscopes d'Alexandra Marty. Personne, ça marchait bien. Mais ça ne devrait pas marcher. Et là, mon exemple en or que je donne depuis quelques années, parce que je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, c'est Staline. Staline, grand illustre personnage du XXe siècle, dont on s'est rendu compte en 2001 qu'il avait falsifié sa date de naissance. Pourtant, les astrologues du monde entier se sont fait un plaisir pendant tout le XXe siècle d'étudier sa biographie, de voir pourquoi il prenait telle ou telle décision politique, pourquoi il avait telle personnalité, etc. Mais si j'ai bien compris, il semble que, au début, je pense, de sa carrière politique, il était né, entre guillemets, un mauvais jour. C'est un jour qui devait porter malheur, selon certaines croyances ou je ne sais quoi. Donc il l'a changé, et puis il a même changé d'année, ce qui fait que réellement, son thème n'a rien à voir. Et réellement, c'est dramatique. Parce que c'est pas juste une erreur, c'est pas juste bête. Il faut bien vous dire que des dizaines de milliers d'astrologues ont utilisé sa date de naissance, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, et tous ont trouvé que ça marchait. Il n'y en a aucun, ou pas suffisamment, qui s'est dit « mince, mais ça ne marche pas, ça ne correspond pas ». Et donc, mais comment les astrologues déterminent-ils le vrai du faux dans leurs interprétations? Vraiment, ça pose de gros problèmes. Donc moi, ça fait quelques années que j'envoie ce genre de questions aux associations d'astrologues, j'ai jamais de réponse. J'aimerais bien, qu'on me dise, vous dites n'importe quoi parce que...
Malheureusement, j'ai pas ce genre de retour. Par contre, alors Staline c'est récent pour moi, mais pour les autres exemples, ça m'a permis de commencer à me poser des questions bizarres du style l'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse? Et ça, les autres astrologues avaient du mal à comprendre. Alors moi-même, je ne comprenais pas trop quelles en étaient les implications, mais l'idée, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et donc le problème de la complexité, il y a un astrologue qui s'est amusé à regrouper un petit peu euh, tout ce qu'ont fait d'autres astrologues depuis des siècles et des siècles, même des milliers d'années. Et donc les astrologues inventent souvent de nouveaux points pour compenser des trous dans leurs interprétations, il y a des événements qu'ils n'arrivent pas bien à interpréter, alors ils font des recherches, et donc il s'est amusé à regrouper ça, et vous voyez le total des paramètres et autres astrofictifs mis en place par des astrologues. Et en gros, en voyant ça, on se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait se repérer là-dedans? Alors bien sûr, aucun astrologue ne travaille avec ça. Mais en même temps, pourquoi? Puisqu'il y a plein d'autres astrologues qui ont manifestement découvert des choses. C'est des choses qui ne sont pas utilisées. C'est un petit peu bizarre. Et en fait, même si on reprend une carte classique qui est moins complexe, souvent les astrologues disent mais l'astrologie c'est vraiment très très riche, c'est tellement complexe que ça nous dépasse tous, etc. Donc on s'incline devant elle un petit peu. Et moi de plus en plus j'ai commencé à me dire mais en fait c'est un peu le chaos total là-dedans. Il y a tellement de choses. Les astrologues disent qu'ils font des synthèses. Moi je synthétise vos positions et puis je vous donne des interprétations. Mais ils ne peuvent pas synthétiser, il y a trop de données, il y a trop de combinaisons possibles, il y a trop d'interprétations possibles. Donc en fait, finalement, l'astrologue, il sélectionne les configurations qu'il va utiliser, et donc il n'est pas le messager du ciel, parce qu'il aime bien dire que ce n'est pas lui qui décide d'où sont les astres. C'est impactant, d'ailleurs, quand on dit ça, c'est vrai, les astres sont où ils sont, c'est pas l'astrologue qui décide. Non, mais il y a tellement de configurations que finalement, c'est lui qui décide, celle qui retient. Donc finalement, c'est lui l'auteur de ces interprétations. Et quand on demande à plusieurs astrologues d'interpréter les mêmes thèmes, on voit que les interprétations divergent. Ce qui montre encore plus à quel point l'interprétation, c'est essentiellement de la créativité. Donc après, que ça fasse réagir les gens qui consultent, qu'ils puissent en tirer des questionnements, des choses comme ça, pourquoi pas, mais c'est pas parce que c'est vrai. Donc en fait, les cartes sont tellement complexes que dans chacune, il y a toujours un peu tout et son contraire. Donc vous pouvez développer quasiment n'importe quel point de vue avec ce genre de choses. Et donc c'est très très pratique bien sûr, sauf quand vous vous posez des questions un peu plus sérieuses, en disant mais alors finalement qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de fou là-dedans? Est-ce qu'on peut vraiment déterminer quelque chose? En fait, en pratique, c'est irréfutable, puisqu'on va toujours trouver une configuration qui va dans le sens de ce qu'on cherche. Et ça, c'est terrible. Évidemment, il n'y a aucun mécanisme physique revendiqué par des astrologues. S'il y en a eu, j'ai envie de dire que la critique du XXe siècle par les scientifiques a été tellement dense que ils ont, on va dire, perdu cette prétention-là. Donc depuis quelques dizaines d'années, l'astrologie est devenue symbolique. Elle n'est plus causale. Mais sauf que c'est contraire à toute la tradition. Toujours les astrologues ont essayé de donner des explications, mais non. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ou quasiment. Et donc finalement, est-ce que l'astrologie est riche, ou est-ce que sa complexité, c'est finalement pas la source de tous ces mots? Est-ce que l'outil astrologique trompe finalement son utilisateur astrologue? En tant que croyant, c'est dur de se poser ces questions-là. Ça revient à remettre en question toute l'histoire de l'astrologie, toute sa tradition, et en même temps, vous vous dites que si c'est vous qui mettez ça à jour et qui découvrez, c'est un prix Nobel, Donc c'est motivant. On peut trouver des motivations à remettre ça en question. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Et puis après, je me suis dit, puisqu'on ne peut pas justifier aujourd'hui, comment est-ce que c'est apparu? Et en fait, les origines mystérieuses de l'astrologie ne sont pas du tout mystérieuses quand on prend le temps de se consacrer aux travaux des historiens. Les historiens de l'Antiquité ont énormément travaillé le sujet, donc il n'y a pas vraiment de mystère dans l'apparition de l'astrologie, que ce soit en Grèce et éventuellement même un petit peu avant en Mésopotamie. Donc je vais passer sur tout ça. Mais en fait, il y a un vrai mythe des origines chez les astrologues qui ne connaissent pas ces questions-là. Et donc, ils imaginent des anciens qui étaient très forts, qui avaient tout compris, et qui ont créé l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est le contraire de ce qui s'est passé, de ce qui se passe pour n'importe quelle discipline, en fait. La discipline finale est très rarement à l'image de ce qu'elle était pour ceux qui l'ont envisagé ou imaginé en premier.
Et notamment, le zodiaque n'a pas été inventé par des astrologues. Si par astrologue, on entend ceux d'aujourd'hui qui utilisent les signes, les maisons, les aspects, les machins, parce que le zodiaque a été inventé en Mésopotamie, à peu près, donc je disais, au 6e siècle de notre ère, avant notre ère, alors que tout le reste des paramètres de l'astrologie sont venus 2, 3, 4, 5 siècles après. Donc il n'y a pas eu un inventeur de l'astrologie ou un groupe qui a inventé l'astrologie. L'astrologie n'est pas monolithique à l'origine. Ça part un peu dans tous les sens, et il faut voir donc l'historien Boucher-Leclerc décrire les premiers textes des astrologues, c'est cacophonique, j'ai envie de dire, ça part vraiment dans tous les sens. Ça, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on n'imagine pas à quel point les horoscopes de presse ont changé la donne. Aujourd'hui, on a l'impression que l'astrologie a toujours été telle qu'elle est, avec énormément d'importance donnée aux signes astrologiques, mais en fait, c'est récent. Les horoscopes tels qu'on les connaît, c'est dans les années 30, ça n'a pas 100 ans encore. Et si vous remontez un petit peu avant, par exemple au moins au 19e siècle, voilà à quoi ressemblait une carte de naissance. Les cartes de naissance, c'était ça en fait. Donc on n'est pas du tout avec un beau zodiaque, avec les signes astrologiques et ce genre de choses, même si ils interviennent là-dedans, mais pas de la même façon. Et en fait, même si on ne dirait pas, cette carte, c'est la carte des maisons astrologiques, dont je vous ai parlé un petit peu avant, avec l'ascendant qui est à gauche. Et donc c'est vraiment là-dessus que travaillaient les astrologues. Les signes astrologiques permettaient surtout de repérer les positions. C'est pour ça qu'on a les symboles qui apparaissent un petit peu. Toc. Là, vous avez, ça doit être le symbole du poisson, par exemple. C'est pour dire que la Lune est à 4,25 degrés du poisson. Mais le fait que ça soit dans le signe du poisson, il y avait beaucoup moins d'importance qui était donnée à ce critère-là. Donc, les signes astrologiques ont vraiment été mis en avance au XXe siècle. Ils sont beaucoup imprégnés, notamment des questionnements psychologiques qui ont traversé le XXe siècle. Les astrologues sont tombés dans la psychanalyse et ce genre de choses. Et vraiment, l'astrologie d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même que celle d'avant, en fait. Pour vous donner une idée de en quoi on peut se poser les questions différemment, les astrologues cherchent toujours comment ceux d'avant ont découvert le zodiaque. Parce que pour eux, le zodiaque, c'est quelque chose qui a une valeur. On ne peut pas le décaler, le mettre n'importe où. Alors que pour moi, maintenant, aujourd'hui, non, le zodiaque a été inventé, en fait, c'est une création qui est purement culturelle, et un contexte historique qui répond à ça. Il y a des questionnements aussi, qui ne sont pas des questionnements astrologiques d'ailleurs, ça a été récupéré par l'astrologie, mais si on se pose la question, est-ce qu'on a découvert ou est-ce qu'on a inventé, c'est complètement différent. Alors, voilà, j'ai raté tant pis, mon introduction, c'est pas grave. Je vais terminer avec un peu d'astronomie, puisqu'on est quand même à Florence. Concrètement, vous voyez, si on représente, je vais vous donner un cas particulier qui va vous montrer encore un autre problème plus technique. Si on représente le ciel, alors je ne sais plus quelle date c'est, en 2015, à ce moment-là, ce ciel-là, c'est le ciel normal, le ciel des astronomes. Et donc vous avez par exemple Mercure ici, Jupiter et Vénus qui est là. Si on représente la même chose techniquement du point de vue astrologique, c'est la carte qui est là. Ça c'est pas intuitif et ça ne se voit pas dans les cartes habituelles. Et donc c'est bizarre parce que les astres sont alignés là, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la réalité. Et donc la question évidemment c'est pourquoi. Et en fait, je vous ai parlé de la ligne écliptique, c'est la ligne donc que parcourt le Soleil tout le long de l'année. En fait, si les astres sont alignés, c'est parce que les points que vous voyez là, ce ne sont pas vraiment les planètes, mais ce sont ces points-là, qui sont ce qu'on appelle des projections. Parce que l'astrologie travaille encore avec l'ancienne astronomie, l'astronomie antique, avec laquelle on a rompu en gros à partir de Kepler. Et donc la position de Mercure, pour les astrologues, elle n'est pas là, elle est ici. Et vous voyez, pour Vénus, c'est pas du tout la même. Donc les astres de l'astrologie, c'est pas tout à fait des astres, sans parler du fait qu'ils n'utilisent pas les propriétés des astres, mais en plus, même les positions qu'ils utilisent ne sont pas vraiment les positions des astres. Et donc, est-ce que ce sont des astres ou des points virtuels? Pareil, moi ça m'a interrogé, parce que c'est un vrai problème métaphysique, ça. Défendre l'idée d'une relation entre les astres et les hommes, ça fait sens, mais entre des points virtuels et des hommes, d'un point de vue métaphysique, ça n'a juste rien à voir. Et si on représente la même situation maintenant, donc c'est vraiment le même ciel, vous voyez, avec le Soleil, Mercure, Jupiter, etc., mais qu'on se met à un endroit où ces positions-là sont en train de se lever, donc on est dans la constellation du Lion et c'est en 2015, et en fait on se rend compte que Vénus, vous voyez, elle n'est pas levée.
si je la mets là-bas, bon, c'est un peu complexe, mais peu importe, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que Vénus, en fait, comme elle est ici, elle n'est pas encore levée alors que Jupiter et Mercure le sont. Le problème, c'est que les astrologues vont interpréter cette position-là en disant qu'elle est levée. Elle va être en maison 12 au lieu d'être en maison 1. Donc finalement, vous voyez, c'est ce que j'appelle la fécondité du faux encore. C'est-à-dire, l'astrologue ne se rend pas compte, ça n'a pas l'air d'être trop gênant dans la pratique d'avoir ce genre de problème. Ça marche toujours. Et puis, en 2011, on a un petit buzz mondial qui se produit. Et en fait, on commence à voir sortir des articles vraiment dans le monde entier, c'est marrant. Les astrologues ont oublié une constellation. Ou alors, ça peut varier, les astronomes ont découvert une nouvelle constellation. Et puis, tout est décalé. Et vraiment, c'est dans la presse du monde entier. Et pour la petite histoire, ça part d'un planétarium aux États-Unis. Et c'est un professeur d'astronomie qui explique qu'il y a une controverse entre les astronomes et les astrologues, on va dire. Les premiers reprochant aux secondes le décalage entre les constellations et les signes astrologiques, ce qui fait que les astrologues ne repèrent pas dans les bons repérages, quoi, dans le ciel en tout cas. Et le journaliste qui faisait l'interview, lui a dû découvrir ça et se dire que c'était une découverte. Il a publié ça dans son article et ça a fait le tour du monde et ça y est, c'était une nouvelle découverte. Donc j'ai appelé ça un buzz cyclique parce qu'en fait c'est tous les 2-3 ans que vous avez ça ressort. Et à chaque fois, ça y est, des fois on dit que c'est la NASA aussi qui a découvert une nouvelle constellation, c'est pas mal aussi. Et donc, je vous parle de ça parce que là, ça a été le moment où j'ai commencé à aller voir un peu ce qui se passait dans les logiciels d'astronomie. Parce que moi, en tant qu'astrologue à l'époque, alors là, j'étais vraiment en train de sortir de l'astrologie, mais j'étais encore entre les deux. Je savais bien que les astrologues choisissaient de repérer en signe astrologique les astres parce que ça avait été décidé au IIe siècle de notre ère, un astronome qui s'appelait Ptolémée. Et donc, c'est un choix qui a été fait au IIe siècle. Alors, le choix est critiquable, mais il faut le critiquer, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'oubli. C'est une tradition, en fait. Et le problème, c'est que si on suit la ligne écliptique, on voit qu'elle traverse les 12 constellations qu'on connaît, plus une 13e qui s'appelle le Serpentaire. Et donc, le grand truc, c'est alors pourquoi les astrologues n'utilisent pas le Serpentaire. Si on représente les signes astrologiques au même endroit, vous voyez le signe qui est ici, c'est le signe du Sagittaire, qui est décalé à cause de ce qu'on appelle la précession des équinoxes, mais ça, j'en parlerai pas. Et donc, en commençant à faire tourner les planètes dans le logiciel, je me rends compte qu'on a notamment la Lune qui passe dans la constellation d'Orion. Et alors, je crois que c'est en 2013, c'est en 2011, là on est en 2013. L'année 2013, en fait, elle passe presque chaque mois dans la constellation d'Orion. Puis si on cherche un peu, dans la constellation du Sextant aussi. Et puis, quand on va un peu plus loin, on se rend compte que les planètes traversent souvent la constellation de la Baleine. Et donc, j'allais dire que je suis embêté, je ne suis pas embêté à ce moment-là, mais dans l'idée, c'est ça. Finalement, il y a combien de constellations dans le zodiaque? Il y en a 13. Ou il y en a 16. En fait, quand on regarde bien dans le détail, les planètes traversent une vingtaine de constellations. Et donc, ce qui est clair, c'est que le zodiaque des constellations ne permet pas de repérer les mouvements des planètes. Si on est vraiment précis, il faut plus de constellations pour ça. Donc il y a une tradition, c'est juste le Soleil qui traverse 13 constellations. Et donc, quelle est l'origine de cette controverse pour moi? C'est notamment le fait que nos délimitations des constellations ne remontent qu'à 1930. L'astronome qui a géré ça s'appelle Eugène Delporte, il a fait ça au moment de la création de l'Union astronomique internationale, mais lui, il l'a fait pour harmoniser en fait les noms des étoiles qu'on a dans le ciel, parce que depuis la découverte, depuis l'arrivée des lunettes et des télescopes, on voit beaucoup plus d'étoiles, donc il y avait des centaines de milliers d'étoiles, je crois, classées, et donc il fallait remettre un peu les constellations à jour, parce que selon les catalogues, il y avait des divergences, et donc il a défini les choses de façon à ce que ça harmonise tous les catalogues, et donc en fonction des noms des étoiles. Or, il y a un moment, je vous ai expliqué que le zodiaque des signes astrologiques a été défini arbitrairement pour repérer les mouvements des planètes. Ce qui fait qu'on n'a pas la même cause à l'origine, la même contrainte, on va dire. Et d'ailleurs, si on prend les premiers astrologues, les premiers catalogues astronomiques, je crois au XVIIe siècle, on voit que le Scorpion est représenté avec le pied du Serpentaire sur le nez, entre guillemets. Ce sont des constellations en fait qui se recouvrent l'une l'autre.
Et pour moi, si vous voulez, de toute façon, là, on ne parle que de système de repérage. C'est-à-dire que ça ne met pas en question la gravitation ou des forces ou je ne sais quoi. Et pour moi, quand on se pose la question, est-ce qu'il faut repérer en signe astrologique ou en constellation, c'est un peu comme si on me demandait, est-ce qu'il faut mesurer les distances en kilomètres ou bien en miles? Quelle est la bonne mesure? Il n'y en a pas, c'est juste des repérages en fait. Donc moi j'avoue que c'est une critique, enfin ce sont deux critiques, la précession et la 13e constellation, qui me posent problème parce que j'ai envie de dire pour moi elles ne sont pas fondées. Et entre nous, ça fait juste qu'une seule critique en moins, si c'est le cas, c'est pas grave. Je ne suis pas en train de défendre l'astrologie, vous avez vu qu'il y a plein d'autres raisons pour vraiment montrer qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Mais en tout cas, moi à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment en train de sortir de l'astrologie. Donc, comme il est tard, je vais être obligé de m'arrêter là. Mais ce que je vais juste vous dire, c'est que je suis passé progressivement chez les sceptiques, notamment parce qu'un jour j'ai rencontré un sceptique qui m'a dit « J'adore ton travail de critique de la critique », parce que comme je montais ma critique de l'astrologie, j'allais critiquer ce que faisaient les sceptiques et en critiquant l'astrologie. Et je me suis rendu compte qu'il y a des sceptiques qui s'intéressaient à mon travail. Et puis, ça m'a permis de passer de l'autre côté, entre guillemets, et puis d'acquérir un peu les outils de l'esprit critique et ce genre de choses. Et depuis, en fait, j'essaye vraiment d'aller dans le détail, et d'essayer de trouver une cohérence un petit peu à tout ça, pour essayer de modéliser la croyance astrologique. Moi, je vous ai donné plein d'arguments techniques qui me font penser que je pense vraiment que la donnée technique peut rendre compte de certaines formes que prend l'astrologie, que prennent les discours des astrologues. Et je pense même qu'au niveau historique, il y aurait un intérêt, en tout cas, à étudier ça. Mais vous voyez, sans se poser la question de la réalité de l'astrologie, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin. Mais par contre, une étude d'une croyance en particulier. Et c'est ce qu'a donné un livre que j'ai publié. Et donc, juste pour le plaisir, si on représente une trajectoire de Pluton dans les constellations et dans les signes du zodiaque, en fait, on se rend compte que Pluton passe son temps en dehors des signes. Donc là, vous voyez la bande des signes astrologiques, et autour, j'ai laissé les 13 constellations, enfin un peu plus d'ailleurs, les constellations qui sont autour de cette bande. Et étant donné que la largeur est définie par les mouvements de Vénus, donc là on a la largeur du zodiaque, si on représente le plus grand éloignement de Pluton de la ligne écliptique, Pluton passe son temps en dehors du zodiaque, ce qui est quand même un peu bête. Et récemment, en 2006, on a découvert un astre qui s'appelle Eris, qui est de la même taille que Pluton. Eris, c'est encore plus terrible. Eris, c'est 45 degrés. Donc là, le zodiaque des signes, on voit à quel point il est désuet. Et si on généralise à tous les points les astres principaux de la ceinture de Kuiper, donc au fin fond du système solaire, en fait, la plupart passent leur temps aussi en dehors du zodiaque. Et dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, c'est pareil en fait. Donc le zodiaque, c'est quelque chose qui a été mis en place dans l'Antiquité et les astrologues n'ont pas réussi à déplacer tout ça. Donc là, je vais aussi passer là-dessus. Il y a plein de problèmes au niveau des symbolismes qui créent des pièges en fait pour l'interprétation. Et donc je vais m'arrêter là. Donc je n'ai pas pu parler malheureusement de la fin. J'avais décidé de mettre l'expérimentation de côté parce qu'il y a encore plein d'autres choses à dire. C'est super intéressant. Donc si tout ça vous intéresse, je voulais dire aussi qu'avec humour, je me considère un peu comme un astrologue qui a réussi, puisqu'il y a un moment, je me suis donné comme tâche de tout vérifier et puis de faire le tri entre le vrai et le faux. Et j'ai finalement réussi à tout mettre de côté. Donc je ne suis pas arrivé où je pensais en arriver, mais en tout cas, j'estime que je suis allé au bout de ma démarche. Et par contre, je suis plutôt un chercheur qui n'a pas réussi, parce que j'essaie d'établir un record de proposition de doctorat sans financement. Et voilà, ça avance, et c'est un sujet qui n'est pas considéré comme intéressant, sérieux, puis on ne sait pas trop qui doit vraiment étudier ça, les sociologues, les psychologues, machin. Voilà, donc si tout ça vous a intéressé, mon parcours est écrit dans ce livre-là, et si vous voulez des questionnements plus techniques, un peu plus denses, c'est celui-ci. Et si vous le souhaitez, on peut en parler déjà un peu après la conférence, et sinon, à la librairie La Méridienne, on organise une rencontre mardi matin à 11h, et donc on pourrait... je pourrais dédicacer des livres, et sinon on pourra se rencontrer, discuter et éventuellement débattre si vous avez des questions, des remarques, des critiques, etc. Et puis je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez quelques questions.